so let's finish this. Guys? Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle vidéo sur Scream 6 qui vient de sortir au cinéma et qui fait suite au précédent volet qui est sorti il y a à peine un an, toujours réalisé par le duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, c'est une saga que j'aime particulièrement, qui a une grande importance pour moi. Je l'avais déjà évoqué dans une rétrospective que je vous encourage à regarder si ça n'est pas encore le cas. Le 5e volet m'avait pas vraiment convaincu, j'avais trouvé qu'il était un peu artificiel, que la sincérité dont pouvaient faire preuve Kevin Williamson et Wes Craven par le passé était un petit peu mis sous le tapis et qu'on rentrait dans une forme d'industrialisation en fait de la franchise, chose qui n'était pas tout à fait le cas jusque-là, enfin même si le 1 et le 2 avaient été assez rapprochés, notamment liés au succès du premier Scream, il y avait quand même toujours une démarche, une volonté en fait de parler de quelque chose. Là, on sentait avec ce 5e épisode que c'était un petit peu différent, qu'on était dans un revival de la franchise, un requel, et que par conséquent, Wes Craven étant décédé, la saga partait sur de nouveaux rails, tout en étant une sorte d'hommage grandeur nature aux 4 premiers volets, notamment au premier. Et donc pour ce 6e volet, il y avait quand même des attentes, parce que la promesse de faire de New York la nouvelle toile de fond, le fait que les réalisateurs allaient pouvoir peut-être sortir de l'hommage pour arriver à s'assumer vraiment, mettre vraiment leurs pattes sur ce film-là. Tout ça, c'était des choses qui m'emballaient quand même. Et puis, l'une des qualités qu'on pouvait trouver quand même sur le 5e épisode, c'était le nouveau casting. C'était ces nouveaux personnages qui étaient relativement attachants, notamment Sam, Tara, Mindy et Chad, que l'on retrouve donc dans ce 6e volet qui se déroule un an après. Donc les héros sont partis à New York pour leurs études, suivis de Sam qui préfère venir avec sa sœur pour la surveiller, et chacun gère le traumatisme à sa façon, par l'humour pour les jumeaux, par une thérapie pour Sam, et puis par une sorte d'affirmation de soi pour le personnage de Tara. Mais c'est quelque chose qui est encore très vif dans leur esprit, et à plus forte raison pour Sam, puisqu'elle a fait preuve de violence quand même sur la dernière scène du dernier film, on s'en souvient, quand elle tue Ghostface. Elle a du mal avec le fait qu'elle soit la fille de Billy Loomis, qu'elle ait cette pulsion meurtrière en elle, et que ça lui ait semblé naturel finalement de tuer. Donc elle suit une thérapie, le thérapeute est un peu inquiet quand même de son parcours, et en parallèle, une nouvelle vague de meurtres se déroule à New York, avec un contexte un peu inédit. J'y reviendrai dans une partie spoiler, parce que c'est un peu difficile d'évoquer ce 6e épisode sans spoiler, donc je ferai un signal à un moment dans la vidéo pour parler plus en détail d'éléments de l'intrigue. Donc cette nouvelle vague de meurtres va réunir les personnages avec des anciens personnages. On sait que Kirby, du 4e volet, revient dans cet épisode, elle est devenue agent du FBI. On a un nouveau policier aussi qui est joué par Dermot Mulroney, que j'aime beaucoup, c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis que je l'ai découvert dans la série Friends, il avait un petit rôle, bon il a fait plein d'autres choses aussi, mais voilà, c'est un acteur qui m'est très sympathique. Et on a aussi évidemment Courtney Cox qui revient pour le rôle de Gale Weather. C'est un peu la dernière caution finalement de la saga, puisque Dewey a eu un destin un petit peu funeste dans le dernier épisode, et puis on sait que Neve Campbell n'avait pas voulu revenir pour des raisons salariales dans ce 6e volet. Donc voilà, le film va être la poursuite classique entre les victimes et Ghostface, pour arriver finalement à la révélation finale, et peut-être nous entraîner sur un 7e volet, ça on le verra plus tard. En termes de réalisation, c'est quelque chose que j'avais trouvé déjà sur le 5e épisode. Je trouve que le duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont de bonnes qualités visuelles. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à créer de la tension, ils font de belles images, on sent que voilà, ils savent faire de la mise en scène quelque part. Maintenant, ils sont un petit peu limités, je trouve, dans leur exploitation de la toile de fond. Là, on est quand même dans une ville New York, qui propose d'autres possibles en termes de mise en scène que ce qui avait pu être fait sur Woodsboro, ou dans le cadre du campus dans le 2e épisode, ou même de Los Angeles finalement dans le 3e film. Donc
On sent que ça aurait pu être un cadre qui aurait pu être exploité différemment, et là finalement leur réalisation tombe un petit peu à plat finalement. Ça manque de plans larges, ça manque d'envergure en fait dans la mise en scène. Ça se cantonne beaucoup à des plans en longue focale qui suivent les personnages. Bon, ça crée une tension, voilà, mais ça permet pas forcément aux personnages, voilà, d'exploiter, de s'incarner dans le décor. Et ça, c'est bon. Alors, il y a quelques plans larges évidemment quand on est dans le sanctuaire qu'on a pu voir dans la bande-annonce. Il y a des plans d'ensemble au début de New York. Il y en a même un d'ailleurs qui reproduit plus ou moins le logo Miramax. J'avais eu l'impression. Mais voilà, il manque ce petit quelque chose qui faisait justement, par exemple, dans les films de Wes Craven, il y avait cette exploitation du cinémascope avec de grandes étendues, ou même la façon dont il filmait Woodsboro avec ses couchers de soleil, avec ses plans larges du campus, etc. C'était des choses qu'on ne retrouve pas forcément ici. Là, on est plus dans une réalisation, ce que j'appelle moi un peu télévisuel. C'est quelque chose que, par exemple, J.J. Abrams, dans ses Star Wars, fait beaucoup. C'est beaucoup de plans rapprochés pour soit ne pas exploiter le décor parce qu'il serait un peu limité, ou voilà, par manque d'inspiration ou de créativité. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Après, leur réalisation est quand même assez élégante. Voilà, les plans sont bien éclairés. Voilà, la scène du sanctuaire, par exemple, est plutôt bien foutue. Il y a des scènes dans le métro, notamment, qui manquent absolument pas de tension. J'y reviendrai plus en détail en spoiler, mais en tout cas, il y a des scènes qui sont vraiment construites assez sympas. Il y a un usage de la BO aussi qui fait plaisir, puisqu'on revient sur des morceaux qu'on avait pu entendre dans le deuxième Scream, notamment le morceau qui avait été emprunté à Broken Arrow, composé par Hans Zimmer, qu'on replace ici. Il y a un autre morceau aussi qui était dans le premier, je crois, et qui revient aussi. Donc tout ça, ça fait bien plaisir. C'est finalement l'un des aspects du film aussi, qui rappelle à quel point ces nouveaux films sont des sortes de musées, en fait, littéralement, de la saga de Wes Craven. Le fait que ce sanctuaire existe, qu'on a pu voir dans la bande-annonce et tout, c'est juste une traduction littérale en fait du fait que finalement la franchise est peut-être allée jusqu'au bout de ce qu'elle était en mesure de raconter, et que là par conséquent on est plutôt encore dans une forme d'hommage perpétuel parce qu'on ne sait plus forcément comment réinventer la saga. Là-dessus j'ai quelques idées, réflexions dont je pourrais parler en partie spoiler. Voilà, j'ai l'impression que la saga fait un peu de surplace, et ça se traduit un petit peu dans la réalisation finalement, dans les choix de direction artistique, de réalisation, etc. des réalisateurs. Et en termes de scénario, c'est un peu pareil. Voilà, le duo de scénaristes, je sais plus comment il s'appelle, il y a James Vanderbilt dedans, est un peu à court d'idées finalement, et reprend carrément des pans entiers des scénarios de Scream 2 et de Scream 3, à savoir le cadre universitaire, la grande ville, la dimension un peu enquête aussi de tout ça, avec les flics un peu plus présents, voilà, comme Mark Kincaid dans le troisième film. Donc on sent qu'ils moulinent un petit peu vers les anciens films, et qu'ils ont du mal un petit peu à se démarquer. Après, une des forces qui faisait les épisodes de Scream avant, c'était que chaque épisode avait un concept, développait un concept. Évidemment, le premier Scream, c'était sur le concept de slasher. Le deuxième, c'était sur le concept de suite, tout simplement. Le troisième, sur celui du format trilogie. Le quatrième nous parlait de remake. Et déjà, dès le cinquième, on nous parlait de requel, de legacyquel. Je comprenais un petit peu le truc, mais c'était pas forcément ultra convaincant. Là, on essaye de nous parler de franchise, de quelque chose où les règles, il n'y a plus de règles, que les héros peuvent mourir, etc., etc. Finalement, ce sont des trucs qui sont déjà énoncés, plus ou moins dans les choses que vous pouvez dire Randy déjà dès le deuxième épisode. Et donc oui, ça manque un petit peu de fraîcheur, quoi. Quant à la révélation finale, qui est sous le masque, etc., je le révélerai dans la partie spoiler, mais là, juste pour dire qu'en fait, le mobile, on sait que depuis le début, même dans le premier film, finalement, le mobile n'était pas forcément ce qui était le plus intéressant. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était comment les tueurs arrivaient à se fondre parmi les héros, et comment ils les observaient, etc., etc., comment ils avaient réussi à les trahir. Là, dans celui-là, j'ai l'impression que c'était... Alors c'est peut-être justement la limite de la saga, c'est qu'on a peut-être tellement vu de tueurs, de mobiles, de façons de faire, etc., que là on est peut-être arrivé au bout de quelque chose. C'est très attendu, c'est très très attendu, ça recycle des choses qui avaient pu être faites notamment dans le 2, et du coup c'est un petit peu poussif de ce côté-là. Mais encore une fois, l'une des qualités de ce film, c'est son casting. Et là je trouve que le nouveau casting a encore plus de place pour s'exprimer, puisque du coup il n'y a plus le personnage de Sidney, le personnage de Gale est vraiment réduit à 2 ou 3 scènes, et puis Dewey n'est plus là non plus, donc là on a vraiment un espace pour eux, pour s'épanouir, qui est plutôt intéressant. On développe un petit peu leur truc, leur trauma, leur parcours.
et on s'attache d'autant plus à eux, notamment les jumeaux. Moi, franchement, j'aime beaucoup les personnages de Mindy et de Chad, qui sont vraiment très attachants, et dont chaque mésaventure, en fait, moi en tout cas, m'ont vraiment impacté. J'étais un petit peu stressé, quoi, finalement, quand eux étaient en danger. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le niveau d'empathie envers les personnages fonctionne plutôt très bien, notamment dans la scène du métro, notamment dans la scène aussi avec l'échelle qu'on voyait dans la bande-annonce. Tout ça, ce sont des scènes en fait qui fonctionnent bien. Les personnages de Tara et de Sam aussi sont assez intéressantes. Les actrices font vraiment bien le job, donc vraiment il y a des scènes qui marchent très bien en termes de tension et ça passe beaucoup par elles, notamment la scène de la supérette qu'on avait vue aussi dans les teasers. Et puis il y a des retours, donc il y a Courtney Cox qui revient, donc comme je disais, elle est là pour 3 scènes, donc c'est très difficile de juger de sa performance, mais en tout cas, voilà, on sent qu'elle a son vécu, mais à la fois, en fait, c'est un peu ce qui est agaçant avec ce personnage, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'elle apprend quelque chose dans l'un des volets, et que le volet suivant, elle a déjà tout désappris, en fait, et qu'elle revient systématiquement en tant que grosse arriviste, etc. Donc là c'est le cas, alors qu'on pensait que justement la conclusion du 5e film avait pu la heurter, et puis voilà, qu'elle aurait pu partir sur une autre voie, et là finalement non, elle revient comme on la connaît, c'est-à-dire Gale Weaver, arriviste, etc. On a Hayden Panettiere aussi qui revient pour le rôle de Kirby, rôle qui est apparemment assez culte pour beaucoup. C'est un personnage que j'aimais bien dans le 4e épisode, mais pas de là à en vouer un culte. Et c'est vrai que le public avait un peu poussé pour qu'elle soit survivante. Donc elle avait été laissée pour morte dans le 4e film. Là, elle revient en tant qu'agent du FBI. J'ai trouvé qu'elle était un peu en sur-régime. J'avais l'impression qu'elle a surjoué un petit peu Hayden Panettiere. Voilà, c'était pas désagréable pour autant, mais en tout cas, c'était un petit peu bizarre, je trouvais, sur certaines scènes. Et puis Dermot Mulroney qui vient pour interpréter le flic, du coup, une sorte de Mark Kincaid bis qui va à la fois cadrer un peu le truc parce que je rappelle que Sam est un peu suspecte, et qui va essayer de les aider pour s'en sortir, et puis voilà. Et puis il y a des nouveaux personnages, dont un joué par Jake Campion, qui jouait dans Avatar 2 je crois, et qui là joue un nouvel ami des personnages principaux. On a une actrice dont j'ai oublié le nom qui joue Queen, aussi une colocatrice des héros, mais qu'on voit assez peu, qui est assez en retrait. Et voilà, en gros on a quelques nouveaux personnages, quelques anciens issus de la franchise un petit peu ancienne, et puis donc les héros qu'on a découverts dans le 5e épisode, et qui du coup sont les nouveaux visages de la saga. Globalement c'est sur eux que repose le plaisir finalement de ces nouveaux films, parce que clairement si les personnages étaient antipathiques ou mal écrits, ça rendrait le truc assez insupportable, dans la mesure où on se rend bien compte que la saga, là maintenant, elle est face à un mur et qu'elle n'a plus rien à offrir, plus rien à raconter. Sauf réinvention complète, je vois pas comment là pour l'instant ça peut aller vers de la fraîcheur en tout cas. Donc je vais passer rapidement en partie spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le film, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo après pour voir plus en détail ce que j'en aurais pensé. Si vous en avez rien à faire, continuez, tant pis. Donc le film est introduit par une séquence qui dénote un petit peu, qui est qui m'a dérouté, un peu comme la scène d'intro du 4e film, puisque ça commence de manière très classique avec une jeune femme qui reçoit un appel de son date en fait qu'elle attend en fait dans un bar, et puis celui-ci arrive, la tue, c'était Ghostface évidemment, et sauf que là où on s'attend à ce que après le coup de couteau le logo du film apparaisse comme dans le 3, le 4, etc. Là on reste focus sur Ghostface. Il enlève son masque, et puis du coup on voit son identité dès le départ. C'est un peu bizarre sur le coup, et puis on va le suivre, retourner avec lui chez lui, il va poser son masque sur un présentoir, ranger son costume, etc. Et puis son complice va l'appeler, et puis on va comprendre que il avait pas voulu l'attendre, il était pressé de tuer quelqu'un, etc. Et puis finalement, en fait, ça va pas être son complice, ça va être un autre Ghostface qui va le tuer, et qui a déjà tué son complice. Je sais pas si c'est assez clair, mais en gros, voilà, les deux Ghostface qui auraient pu être les méchants de cette histoire, en fait, se font tuer par un autre Ghostface. Et donc, ça, c'était
assez intéressant, enfin en tout cas assez déroutant pour que ça prenne bien. Bon, c'était pas non plus l'idée du siècle, mais en tout cas ça dénotait un petit peu assez pour que ça permette de commencer le film de manière assez fraîche. Voilà, alors après dans le déroulé du film, je vais pas tout spoiler non plus, mais juste sur l'identité des tueurs, je suis obligé d'y revenir quand même. Le tueur principal, c'est le flic, donc qui est joué par Delmont Mulroney, qui est aidé pour cela de ses enfants, de son fils et de sa fille. Et leur mobile, c'est de venger leur fils qui a été tué par Sam dans le volet précédent, à savoir Richie, qui était le tueur, du coup, dans le 5e film. Donc, il y a 3 Ghostface, c'est inédit, ça ramène la moyenne des Ghostface à 2 par film. Le mobile, comme je disais, est pas terrible, mais à la fois, ça reprend carrément celui de Madame Loomis dans le Scream 2. Non, c'est plus le fait que, moi en tout cas, personnellement, je m'y attendais beaucoup en fait en voyant le film. Je me souviens que dans Scream 3 à l'époque, quand j'avais été le voir au cinéma, j'avais beaucoup suspecté Mark Kincaid. Je trouvais que c'était le flic, il était un peu aux manettes, j'avais l'impression qu'il était un peu aux manettes du truc. Et du coup, ça en faisait le coupable idéal, quoi. Et du coup, le fait qu'on ait ce nouveau flic, en fait, qui est pas forcément très aimable, etc., du coup, tout de suite, on va y penser. Enfin, moi, en tout cas, j'y ai pensé, quoi. Je me suis dit, ouais, tiens, ça serait pas con que ce soit lui. Et puis, alors, à part sur Queen, en fait, qui est la tueuse, enfin, la seule femme Ghostface dans ce film, à part elle, que je m'y attendais pas, mais l'autre, je sais plus comment, qui est joué par Jake Campion, moi, là, pour le coup, le film passe son temps à nous dire, je suis sûr que c'est toi, je suis sûr que c'est toi. Oui. Du coup, le suspense autour de l'identité des tueurs est complètement naze, en fait. Du coup, ça tombe un peu à plat. Alors après, dans l'exécution, voilà, c'est classique de chez classique. Donc ça passe, on suspend un peu l'incrédulité, parce que c'est pareil, on pourrait se dire que pourquoi le personnage de Sam a bien dû aller au procès qui a suivi la boucherie de Woodsboro en 2022. Pourquoi elle n'aurait jamais rencontré le père de Richie, ses frères et sœurs, etc. Au moins voir leur visage. Ça paraît un peu invraisemblable que ça se passe comme ça, mais bon, à la limite, on met ça un peu de côté. Mais tout ça pour dire que voilà, on a peut-être fait un peu le tour de ce qu'il était possible de faire avec les mobiles, avec où l'assassin se situe par rapport aux personnages principaux, aux héros. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Alors c'est pour ça que moi je pensais à un truc pendant un temps, que la qualité qui était celle de Scream, c'était le fait que les tueurs soient plausibles. C'est-à-dire que c'était des gens un petit peu tarés, mais des gens lambda qui étaient pas surhumains, etc. Là, je suis en train de me dire qu'en fait, la tournure que pourrait prendre la saga, peut-être que c'est ce qui pourrait lui arriver de mieux, quoi, finalement, pour la suite, parce que là, on a fait clairement le tour. Donc il faudrait peut-être un retour derrière les fagots de, je sais pas, Stu, même Billy, enfin voilà, même s'ils sont morts avec une balle dans la tête, mais peut-être que justement c'est le moment pour la franchise d'assumer carrément un côté régressif, bis, etc. Parce que ça lui permettrait d'aller vraiment dans autre chose, et quitte à jouer au whodunit, peut-être qu'on peut y apporter une touche presque de surnaturel, et puis de partir sur carrément autre chose. Perso, c'est presque ce que j'espérais en fait pour ce film-là. Je sais, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Stu, etc. D'ailleurs, le film en fait clairement un clin d'œil. Donc j'invente rien, mais en tout cas, c'est vraiment un truc qu'on s'attend presque à voir. Moi, je m'attendais presque à ce que, à la fin, limite dans une scène post-générique ou quoi, que je sais pas, il y a un retournement de situation, qui en fait, on voit que, je sais pas, ils auraient pu reprendre presque l'idée qui avait été abandonnée pour le Scream 3, avec Stu, justement, qui pilotait des Ghostface un peu partout pour établir des massacres et tout. Ça aurait pu être une chose assez intéressante, mais voilà, je pense que la saga, à mon avis, doit aller vers ce genre de choses pour se renouveler, parce que là, ça va pas pouvoir durer 107 films comme ça, quoi. Après, plus dans le détail, voilà, il y a des scènes qui marchent bien, notamment celle du métro. Elle est présentée différemment que dans le trailer. Dans le trailer, on avait l'impression que c'était dans la même rame de métro, et que les personnages étaient ensemble. En fait, non. La construction, c'est que ils ont été séparés, chacun est monté dans un métro différent, enfin en 2 groupes, et que le tueur se cache dans l'un des métros. Donc il y a une petite tension par rapport à ça, qui est plutôt bien foutue. Il y a des scènes qui fonctionnent bien, notamment l'agression dans la supérette,
Le truc avec l'échelle aussi, tout ça, ça rappelle des trucs qui avaient pu être faits notamment dans Scream 2 avec le personnage de Sidney et puis sa copine qui passait par-dessus Ghostface. Des scènes un peu de tension comme ça qui étaient assez banales mais qui fonctionnaient plutôt bien. Et du coup on retrouve un peu ça par moment dans le film. Mais globalement, c'était un peu le défaut d'ailleurs du 5e épisode. J'ai pas eu spécialement peur. Après, Scream n'est pas forcément la saga qui m'effraie le plus, mais à part quelques moments de tension, on ressort pas en ayant flippé ou quoi que ce soit. Je pense que l'intérêt en fait se situe ailleurs dans la franchise, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un volet qui globalement m'a un peu plus convaincu que le 5e film, qui est un petit peu plus libre, j'ai l'impression quand même de ses mouvements, même s'il est un peu prisonnier finalement de l'héritage qu'il a. Qu'il y a des bonnes scènes, mais voilà, que en fait tout repose finalement sur ces personnages qui sont vraiment attachants, qui ont pris le relais de manière assez logique du trio originel. J'ai pas forcément ressenti le manque de Sidney, même si ça aurait été cool de la revoir, mais on comprend forcément qu'elle n'ait pas forcément envie de travailler pour moins que ses collègues masculins. Et puis voilà, on se dit que le personnage est ailleurs, et puis que si un jour ils veulent ressortir la carte Sidney, bah, ils mettront la main au porte-monnaie, et puis Neve Campbell reviendra, peut-être. Mais en tout cas, voilà, elle m'a pas forcément manqué dans le film. Le personnage de Gail était sympa à revoir, mais voilà, comme je disais, on a un peu fait le tour aussi avec elle. Donc là, maintenant, j'ai l'impression que la saga, enfin, s'il doit y avoir d'autres épisodes, et je crois que ce sera le cas, peut rouler avec ces personnages-là sans problème. Mais il va falloir pour ça que les scénaristes ou les réalisateurs aillent vers quelque chose qui soit un peu plus surprenant, un peu moins balisé, je dirais. Donc voilà, c'était mon retour positif, mitigé, on va dire, sur Scream 6. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à aller revoir la rétrospective que j'avais pu faire sur la saga. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!